Voilà, donc j'ai choisi un autre sujet pour aujourd'hui. Et quel est ce sujet-là? Je suis tombé sur une décision récente, une décision qui a été rendue là, le 15 juin dernier dans le dossier de Mme Lily Monnier et autres demandeurs là, contre le procureur général du Québec. Je ne sais pas si c'est un dossier que vous avez suivi. C'est un dossier que j'avais suivi. Je trouvais que c'est un dossier qui était très, très important. Et il y a une décision, en fait, selon moi, extrêmement importante qui a été rendue le 15 juin. Et je me disais, il faudrait que j'en parle parce que, encore une fois, ce n'est pas les médias qui vont vous informer de ça et qui vont vous expliquer là, tous les tenants et aboutissants. En fait, je n'irai pas dans le gros détail, mais moi, ce qui m'a choqué le plus dans cette décision-là, j'étais rendu à la page 4, là. En fait, évidemment, je vais toujours voir la conclusion, mais c'est toujours ça qu'on fait. Donc, le procureur général a demandé le rejet sommaire de la poursuite qui avait été intentée à la base là, par la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple, mais qui a été continuée là, par des personnes physiques, dont Mme Monnier et M. Blais. Donc, le procureur général voulait faire rejeter l'action, qui était une action, donc un pourvoi en contrôle judiciaire, hein, donc de faire contrôler les actions du gouvernement, donc les différents décrets qui ont été pris là, durant la crise. Donc, le procureur général demande le rejet sommaire sur la base du fait que le recours est maintenant théorique, étant donné que les décrets, ils ne sont plus en vigueur. Bon. Il faut se souvenir que ce recours-là a été déposé, si ma mémoire est bonne, au printemps ou à l'hiver 2021, donc ça fait déjà plus de 2 ans. Okay? Donc là, je commence, après avoir vu la conclusion, donc la demande en rejet est accueillie, c'est-à-dire que le recours, il tombe à l'eau, okay? Sous réserve d'un possible appel. Je n'ai pas d'informations à ce sujet-là, mais sous réserve d'une permission d'appel qui pourrait être accordée. Je ne sais pas où ils en sont présentement. Le délai doit arriver là, à échéance, je crois, lundi. Donc voilà, donc la poursuite tombe à l'eau. Je commence la lecture du jugement, j'arrive à peu près à la page 4, et là, je lis ce qui suit. Puis là, si vous me permettez, je vais le lire textuellement. Donc, c'est à la page, au paragraphe 17 de la décision. Donc, le juge Pinsonneau là, s'exprime ainsi. Donc, il nous dit qu'il est de connaissance judiciaire qu'une pandémie liée à la COVID-19 sévit depuis mars 2020 et on ne saurait sérieusement contester l'existence d'une menace à la santé de la population assez grave pour justifier un état d'urgence sanitaire. Okay? Le paragraphe suivant. La notoriété de ces faits en rend l'existence raisonnablement incontestable au sens de l'article 2806 du Code civil du Québec, de sorte que le tribunal doit d'office les tenir pour avérés. Alors là, j'ai failli faire une crise cardiaque. J'ai arrêté ma lecture du jugement, puis j'ai finalement continué la lecture là, 2 semaines plus tard. Et je vais essayer de vous expliquer là, dans des mots simples là, l'importance de cette décision-là. Donc, je vais vous parler du concept de connaissance judiciaire. Qu'est-ce que c'est que la connaissance judiciaire? C'est pas une nouvelle invention, là, c'est un concept qui existe en droit de la preuve, en fait, depuis toujours, en tout cas en droit civil québécois, là, en droit de la preuve. La connaissance judiciaire, c'est... En fait, je vais vous lire l'article 2808 du Code civil du Québec, puis je vous l'expliquerai après. Donc, le tribunal doit prendre connaissance d'office de tout fait dont la notoriété rend l'existence raisonnablement incontestable. Okay? Donc, on voit que c'est ces termes-là qui ont été repris par le juge. Donc, qu'est-ce que c'est que la connaissance judiciaire? C'est quelque chose, justement, qui est tellement évident qu'une partie n'a pas à le prouver devant le tribunal. C'est vraiment un concept en droit de la preuve là, qui est très bien connu. On apprend ça peut-être en 2e année au bac en droit. Donc, pour vous donner un exemple de ce que c'est que la connaissance judiciaire, c'est quelque chose qui est vraiment incontestable. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce que c'est qu'une femme. Ça, c'est des choses qu'on connaît. Hein? Ouais, vous avez compris la blague. Là. Il y a des gens allumés, là, c'est sûr. Donc, j'ai fait une petite recherche pour voir d'autres exemples moins rigolos. Là. En fait, pas vraiment drôles, mais en tout cas des exemples d'aberrations, selon moi. Donc, il y a déjà des jugements où il a été déterminé que, par exemple, le fait qu'une voiture
se déprécie très rapidement après son achat, ben c'est de connaissance judiciaire. C'est-à-dire qu'une partie dans un litige n'a pas à se présenter devant le juge avec un expert qui va venir dire « ben voici, ma voiture a perdu beaucoup de valeur depuis que je l'ai achetée, puis depuis qu'il y a eu telle chose ». Non, ça c'est une connaissance. Le tribunal en prend connaissance d'office. C'est ce qu'on appelle la connaissance judiciaire. Je ne sais pas, la connaissance judiciaire, mettons des règles simples d'arithmétique, ben, tu ne fais pas venir un mathématicien pour dire que 2 plus 2 égale 4, par exemple. OK? Donc là, la gravité de ce jugement-là, l'importance de ce jugement-là, c'est que là, le juge vient nous dire que, ben oui, la pandémie liée à la COVID-19 et l'existence d'une menace grave à la santé de la population, ben, on ne peut plus raisonnablement contester ça. Donc là, c'est comme s'il venait fermer la porte définitivement à toute contestation. OK? Et ça voudra dire aussi que si jamais il y a d'autres recours qui sont intentés, ben ça va avoir créé une certaine jurisprudence. Donc, le procureur général, par exemple, qui défend le gouvernement, pourra dire « Ben oui, mais voyez, dans l'affaire Monnier contre le procureur général, le juge Pinsonneau nous a dit qu'il était de connaissance judiciaire qu'il y avait une pandémie mondiale et une menace grave à la santé de la population. » Donc, c'est extrêmement grave. D'autres choses que j'ai lues dans le jugement qui m'ont fait réagir. Le juge parle beaucoup là, des ressources judiciaires. Donc, il vient nous dire que, étant donné que les décrets là, ne sont plus en vigueur, ben, ce serait un gaspillage de ressources de faire un long procès avec une preuve compliquée, une preuve d'expert, pour venir trancher quelque chose qui finalement est, selon lui, purement théorique. Alors moi, ça m'inquiète beaucoup de voir, et je le vois, là, je l'ai vu dans d'autres décisions, puis on entend ça régulièrement, la question des ressources. Et moi, j'ai envie de vous dire, les ressources, on en a plein. C'est purement des volontés politiques. Donc, si vraiment les tribunaux voulaient faire la lumière sur cette crise-là, il s'agirait simplement de mettre les ressources qu'il faut, mais visiblement, il n'y a aucune volonté de faire la lumière là-dessus. Donc ça m'a beaucoup préoccupé. Moi, par exemple, au paragraphe 168, si vous me permettez encore de lire, donc le juge s'exprime ainsi: « Les questions soulevées ne justifient pas, dans un intérêt public », toujours la question d'intérêt public qu'on nous ressort comme ça, donc ne justifie pas, dans un intérêt public, l'utilisation des ressources judiciaires de la Cour, surtout en fonction de l'ampleur de la preuve envisagée par les demandeurs. Ben oui, parce que les demandeurs, ils ont engagé des experts qui ont produit des rapports très, très étoffés, que j'ai tous lus en passant. Et là, on nous dit que, ben non, il ne faut pas mettre de ressources là-dedans. Une autre chose aussi que j'ai lue, c'est la question on va nous dire, oui, mais en fait, si les gens ne sont pas satisfaits de la gestion du gouvernementale, ben en fait, ils n'ont qu'à voter différemment aux prochaines élections. Oui, c'est ça. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient voté à l'époque pour se faire enfermer chez eux, faire maltraiter leurs enfants dans les écoles. Moi, je n'ai pas... en tout cas, je ne vote pas de toute façon, mais ça, c'est une autre question. Mais je pense qu'il n'y a personne qui a voté pour ça. Et ça aussi, c'est grave parce que quand le tribunal nous dit que ce n'est pas à lui de contrôler la gestion gouvernementale, je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. Donc, il y a un autre principe dont je voudrais vous parler brièvement, c'est le contrôle judiciaire de l'action gouvernementale. Imaginez-vous qu'il y a un cours qui se donne au bac là-dessus, c'est un cours optionnel que j'avais fait à l'époque, le contrôle judiciaire de l'action gouvernementale, et c'est un recours qui est prévu dans le Code de procédure civile du Québec. C'est-à-dire que n'importe qui, un individu, une association, quoi que ce soit, peut demander à la Cour supérieure au Québec, mais c'est un recours qui existe dans les autres provinces aussi, c'est un recours qui nous vient de la common law anglaise, donc c'est un recours qui vient qui date des siècles et des siècles, donc c'était pour empêcher le roi de faire à peu près n'importe quoi. On a vu ici que le roi il a fait n'importe quoi. Donc c'est un recours qui existe depuis des siècles et qui existe au Québec, donc on peut demander à la Cour supérieure de contrôler la légalité, par exemple, des décrets qui ont été pris
en vertu de la loi sur la santé publique et de la déclaration d'un état d'urgence. OK? Et là, on vient nous dire que, ben non, ça, c'était politique. Et moi, j'ai envie de vous dire non. Ces décrets-là étaient pris en vertu d'une loi et ces décrets-là doivent être sujets au contrôle judiciaire de la Cour supérieure au Québec. Mais sauf que là, il y a un problème, c'est que si on se remet dans le contexte, en 2020, boum, ça arrive de nulle part, qui est pandémie mortelle. Imaginez le temps que ça prend pour qu'une organisation se constitue, pour qu'ils aillent chercher un avocat, pour qu'ils embauchent des experts, pour que ces experts-là préparent des rapports. Donc, ça a pris à peu près 1 an avant que ce recours-là soit déposé. Et c'est tout à fait, je vous ai vu l'ampleur de la chose, hein, c'est ça le temps que ça prend. OK? Et là, pour aller vite, dans ce dossier-là, il avait été demandé là, des mesures, je ne me souviens plus comment il l'a appelé, là, c'est soit une demande en sursis ou une demande de mesures provisoires. Là. En fait, c'est un peu de la nature d'une injonction, c'est-à-dire qu'on peut demander au tribunal de se prononcer dans l'urgence. Okay? Quand il y a quelque chose vraiment d'urgence, qui était le cas selon moi. Et ce qui se sont fait répondre à ce dossier-là à l'époque, c'était, et là il y avait un recours le plus spécifique par rapport au port du masque, ben, c'est qu'il y a une présomption au stade là, justement de la demande de sursis, au stade de la demande urgente. Ben, les demandeurs se sont fait répondre qu'il existe une présomption selon laquelle ben, le gouvernement il prend des décisions dans l'intérêt de la population, puis il y a une présomption de légalité finalement de ces décrets-là. Alors là, ça fait presque 2 ans, on était à l'été 2021. Donc, le recours avait été rejeté, le recours, la demande en sursis. Il faut comprendre aussi que les décrets n'arrêtaient pas de changer, que les mesures n'arrêtaient pas de changer. Donc, comment on peut vraiment contester ces mesures-là avec les délais qui sont inhérents à la procédure judiciaire, les délais qui sont extrêmement longs? C'est très, très, très compliqué. Par rapport à ce recours-là, par rapport à la décision récente, ben, ce dont on se rend compte, c'est que finalement, le contrôle judiciaire de l'action gouvernementale en cas d'urgence, alléguée, là, ou de crise alléguée, ben, il n'y en a plus de contrôle. Donc, désolé pour la mauvaise nouvelle. Donc, ben non, le tribunal vient nous dire on n'a pas de ressources pour ça, puis vous voterez aux prochaines élections. En gros, là. Donc, moi, je suis extrêmement préoccupé par cette décision-là. Ben, d'autant plus que quand. C'est ça. Donc, on dit qu'on ne peut pas contester sérieusement la menace grave à la santé de la population. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y avait une commission d'enquête nationale citoyenne à la grandeur du Canada. Est-ce qu'il y en a peut-être ici qui ont assisté aux audiences à Québec? OK, oui, je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Moi, j'ai participé en tant que procureur, c'est-à-dire que je devais poser des questions à des témoins experts et à des témoins qu'on appelle des témoins ordinaires. Là. Donc, j'ai des gens qui venaient témoigner de leur expérience personnelle en lien avec la crise. Donc, moi, j'étais là ici à Québec au mois de mai pendant 3 jours. J'ai interrogé 8 témoins. Là. Donc, il y avait des collègues aussi là, on a travaillé en équipe là, pour les interrogatoires. Si je me souviens bien, j'ai interrogé 3 témoins ordinaires, 5 experts. Mais je veux dire, n'importe qui écoute, ne serait-ce qu'une journée de ces audiences-là, si mes collègues avocats ou... enfin, je ne veux pas personnaliser la chose, mais si le juge Pinsonneau allait assister allait écouter les enregistrements d'une seule de ces journées d'audience-là, avec les experts de calibre international qui ont témoigné, mais évidemment qu'on peut contester sérieusement la gravité de la situation. Pour ceux qui n'ont pas assisté aux audiences, je vous inviterai, je vous suggérerais d'aller voir sur le site, il y a une chaîne Rumble, je crois, qui a été créée par la commission d'enquête citoyenne. Donc, je vous encourage tous à aller voir, écouter ces commentaires-là, ces témoignages-là, c'est vraiment fascinant. Moi, ceux qui m'ont le plus touché, ça a été vraiment les personnes, les témoins qu'on appelle ordinaires. Je veux dire, leur histoire est vraiment extraordinaire, c'est pas ça la question, c'est comme ça qu'on les appelle techniquement.
juste rapidement, une jeune femme qui s'appelle Mélissa Sans Façon, qui est venue témoigner qu'elle a choisi de recevoir là, les fameuses injections COVID parce que son fils était malade. Donc elle se disait, ben, si je dois aller à l'hôpital, puis qu'on me demande des preuves, ben, comme ça, je pourrais aller à l'hôpital pour mon enfant. Donc elle ne voulait pas recevoir cette injection-là, mais elle l'a fait là, pour son enfant. Ça s'est très mal passé pour elle. Donc, rapidement, là, des conséquences très, très graves sur sa santé, là, une hypersensibilité au niveau de la peau. Elle n'est plus capable, même, elle ne travaille plus. Vraiment, intolérance à la pression, la chaleur. Les médecins n'arrivent pas à trouver ce qu'elle a. Ils font des biopsies qui sont très douloureuses pour elle. Enfin, une histoire d'horreur. Elle nous dit que maintenant, ben, après avoir fait ça pour protéger son enfant, ben, elle n'est même plus capable de prendre son enfant dans ses bras parce qu'elle a trop de douleur. Ça, c'est juste une histoire, mais ça, c'en est une, il y en a eu des dizaines comme ça. Là. Et la commission a fait une tournée canadienne dans 8 villes canadiennes, tout ça organisé par des citoyens, financé par des citoyens. Quand j'ai des choses comme ça dans un jugement, moi, ça me choque beaucoup. Une autre personne, Vincent Quentin, un technicien en génie civil qui travaillait pour une grosse firme de génie civil là, ici à Québec, qui a dû venir à l'audience en transport adapté parce qu'il ne peut plus conduire. Son champ de vision, il ne voit plus la moitié de son champ de vision, et donc il est à moitié aveugle. Il a fait, si ma mémoire est bonne, 5 AVC à la suite des injections. Après avoir fait un ou des AVC, je ne me souviens plus par cœur, il était en centre de réadaptation et là, on est allé lui donner d'autres doses. C'est le genre d'histoire d'horreur là, que moi j'ai entendu puis que les gens qui étaient présents ont entendu. Ensuite de ça, il y a eu des experts là, vraiment excellents qui ont témoigné. J'ai interrogé par exemple Patrick Provost qui vient de nous faire une excellente présentation. Le professeur Christian Lénard aussi a témoigné à cette commission-là. Le professeur Christian Perron qui témoignait à distance. Je me sens vraiment privilégié d'avoir pu poser des questions à ces gens-là, des gens que je voyais sur mon écran en 2020, 2021, puis là, de pouvoir les questionner comme ça, je trouve ça vraiment... je me sens vraiment privilégié. J'ai posé une question au professeur Christian Perron. J'ai dit, professeur Perron, est-ce qu'il y a, selon vous, dans la gestion de cette crise-là, est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites correctement par les autorités? Ont-ils fait quelque chose de bon, finalement? Donc, vous aurez écouté, sa réponse, c'est non, je ne vois pas. Ils n'ont rien fait correctement. Le professeur Perron, en passant, était responsable de la gestion de la préparation pandémique en France pour le gouvernement français. Il a travaillé pour l'OMS. Je veux dire, à ce stade-ci, il faut vraiment être dans l'aveuglement volontaire très, très grave pour ne pas voir la gestion catastrophique. Je vais faire attention dans mes mots, là, mais... ouais, c'est ça. Donc, une gestion... ouais. Je vais m'en tenir à catastrophique. Un témoignage qui m'a beaucoup interpellé, c'est le témoignage du professeur Denis Rancourt. Puis pourquoi je choisis d'en parler maintenant, c'est que la semaine dernière, j'étais dans une caisse des jardins, puis on nous bombarde toujours de propagande de partout, même si on n'écoute pas évidemment, moi, j'ai pas de télévision, j'écoute pas la radio, mais on nous bombarde de partout d'informations. Et là, je lisais pas plus tard que la semaine dernière que le comité fédéral d'immunisation, je me souviens plus de l'OCNPI ou je sais plus trop, je ne sais pas si c'est une nouvelle que vous avez vu passer, mais recommande aux gens d'aller se faire booster à l'automne, au mois de septembre. Et si ma mémoire est bonne, il n'y avait pas de restriction, donc à partir de je ne sais pas quel âge, amenez vos enfants, pas de problème. Ouais. À partir de 5 ans, je crois que c'est ça que j'ai lu. Et ça m'a fait penser au témoignage du professeur Denis Rancourt et à ses excellents travaux. Moi, je les ai lus, ces travaux-là. Ce qu'il nous a révélé durant la commission, c'était que, évidemment, on voit une corrélation mais parfaite entre les campagnes d'injection dans différents pays. On ne parle pas juste d'un pays, il a examiné plusieurs pays. Donc, une corrélation là, vraiment parfaite
entre les campagnes d'injection et une surmortalité. Donc lui, il regarde la mortalité des causes confondues. Donc on vient de lui répondre que la corrélation n'égale pas la causalité. C'est tellement une corrélation parfaite que... Puis en fait, s'il y avait des arguments contraires, je suis certain qu'il aimerait les entendre, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de débunkage ou de réponse sérieuse à ces travaux-là. Okay? Et il nous annonçait qu'à l'échelle mondiale, il arrive à une surmortalité reliée à la vaccination de 13 millions de personnes. Okay? 13 millions de personnes, ça c'était il y a plusieurs mois, là. Still counting. Là. 13 millions, et récemment, il a produit un témoignage additionnel. Donc, il a témoigné à Québec, mais il a témoigné aussi, je crois, à Toronto, à Ottawa. Ottawa, oui, c'est ça. Et il a fait un témoignage à distance additionnel que j'ai écouté récemment. Alors là, maintenant, il a les chiffres pour le Canada. Les chiffres qu'il n'avait pas encore là, à l'époque de son témoignage à Québec. Alors là, si ma mémoire est bonne, il arrive à une surmortalité, en fait, une mortalité liée aux injections entre 28 et 31 000, aux alentours de 30 000 personnes au Canada. OK? Donc, il y a ça qui est révélé par un chercheur extrêmement sérieux. Et tout ça, je veux dire, vient de chiffres publics, là, donc c'est pas des morts qui ont inventé. Là. Et au même moment, on nous dit, vous irez vous chercher une petite dose au mois de septembre. C'est... je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là, mais c'est de la... des fois, j'ai de l'aveuglement volontaire, mais là, on est dans le... C'est malfaisant. C'est malfaisant. OK? Donc, voilà, mais je voulais vous parler, c'est ça, du jugement récent dans le dossier de la Fondation. Je voulais vous parler de la commission citoyenne. Je pense que je serais déjà rendu à la conclusion. Oui, peut-être une conclusion par rapport aux droits fondamentaux. J'aurais peut-être un ou deux éléments en conclusion. Mon collègue conférencier Patrick Provost parlait de la liberté d'expression. Juste par rapport à nos droits fondamentaux, hein, encore là, mauvaise nouvelle pour vous, les droits là, qui sont dans la charte, que ce soit au Canada ou au Québec, là, cette charte-là, elle vaut plus grand-chose. Okay? La liberté d'expression, on n'en a plus. La liberté d'association, on n'en a plus non plus. La liberté d'opinion, c'est fini. La liberté de manifester, là, vous allez manifester à telle heure, à tel endroit, avec, dans votre petit carré, là, sinon, donc la liberté de manifestation, je ne parle même pas du convoi des camionneurs à Ottawa, là. Donc, on va vous saisir vos comptes en banque. En tout cas, moi j'ai entendu des témoignages, je ne vous donnerai pas le nom de ça, mais des témoignages de personnes qui ont perdu leur emploi pour avoir donné genre 20$ au convoi des camionneurs. Ça, c'est des témoignages que j'ai entendus personnellement, là, les secrets professionnels, je ne vous donnerai pas des noms. Donc, des personnes qui ont perdu leur emploi pour avoir donné 20$ au convoi des camionneurs. Okay? Encore une fois, la liberté de disposer de ses biens, ça non plus, ça n'existe plus. Donc, vous ne pouvez pas donner à qui vous voulez. Parce que peut-être qu'on va vous geler votre compte en banque, puis peut-être qu'on va vous faire perdre votre job. Et il y en a peut-être qui pourraient dire, ouais, mais la liberté d'expression, là, vous, Maître Fontaine, là, vous parlez là, comme ça publiquement avec un micro dans une salle. Sachez que ça a un prix. Mais c'est un prix que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le fais purement égoïstement. Je le fais pour moi. Parce qu'en fait, je ne suis pas capable de vivre dans le mensonge. Donc, quand je vois des mensonges, je me sens l'obligation de les dénoncer. Pour moi, c'est une obligation, je dirais même morale. Okay? Mais ça a des conséquences dans le sens où les personnes qui ont pris la parole, ils ont eu des conséquences. Okay? Moi, si je veux postuler dans une entreprise ou pour le gouvernement, ça ne risque pas d'arriver, ça ne m'intéresse pas de toute façon. En passant, j'ai déjà travaillé pour le gouvernement. C'est ça. Donc, moi, je ne peux plus travailler en cabinet, je ne peux plus travailler pour le gouvernement, donc je dois travailler à mon compte. Voilà, donc ça a un prix. Alors, comme je dis que je paie avec beaucoup avec grand cœur. Donc, ça, c'est le petite parenthèse sur les droits fondamentaux. Donc, il faut un peu oublier ça, là. Donc, on a ça sur papier, mais en réalité, les droits fondamentaux, là, au Québec puis au Canada, c'est pas mal fini.
Oui, je voulais finir sur une note positive. J'ai rencontré un ami avocat cette semaine, un ami avocat qui est de notre bord, donc qui bon, je ne vais peut-être pas dire son nom, là, mais donc on est allé luncher ensemble, puis il est complètement découragé, évidemment, des décisions qui sortent des tribunaux. Il songe même à quitter la pratique. Et là, moi, je lui dis, ben écoute, il y a quand même du positif là-dedans. et là, il me regarde, et il dit quoi? Et là, qu'est-ce qui est positif? Ben oui, il y a plein de choses de positif. Une chose qui est positive, c'est que, en fait, on sait, cette crise-là nous a amené finalement à voir les mensonges qui étaient déjà présents, mais c'est juste qu'on n'était pas conscient. Donc, on vivait dans une forme de mensonge, puis on était relativement confortable là-dedans. Mais là, maintenant, ces mensonges-là ont été dévoilés. Alors, moi, je trouve que c'est positif. Donc, comme, c'est ça, je préfère en anglais, ils disent ugly truth ou beautiful lie. Donc, moi, je préfère une réalité qui est moins belle qu'un beau mensonge. Donc, il y a quelque chose de positif là-dedans. L'autre chose qui est positive, c'est que j'ai rencontré des personnes formidables. Donc, les conférenciers qui sont ici aujourd'hui, les gens de Réinfo Québec, les gens dans la foule, ça va me faire plaisir de vous parler. Donc, j'ai rencontré des gens formidables. Je suis sorti de ma zone de confort, je donne des conférences, j'en reviens pas encore. Donc, il y a du positif. Et vraiment, en toute fin, je voulais te donner une piste de solution, là, puis quelque chose de positif et aussi des solutions. Et là, je ne veux pas sonner, je ne veux pas avoir l'air moralisateur, mais je vais vous parler brièvement de morale. Je pense que la solution, en tout cas, une des solutions réside dans ce qu'on appelle la moralité. OK? Donc, je pense que ça va être d'encourager nous-mêmes, évidemment, en premier, de respecter les règles morales qui existent évidemment depuis des siècles et des siècles, depuis des millénaires. Hein? Donc, ne pas mentir, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas avoir d'inconduite sexuelle, ne pas prendre d'intoxicants. Hein? C'est les 5 préceptes du bouddhisme. Le christianisme a aussi ses 10 commandements, donc 4 de ces 5-là font partie aussi des 10 commandements. Je me sens vraiment moralisateur. Mais bref, avec tout ce qu'on voit dans les médias récemment, les drag queens dans les écoles et ainsi de suite, l'enseignement de pratiques sexuelles à des enfants, je me dis, si ce n'est pas la moralité qui nous permet de reprendre nos esprits et de sauver notre civilisation, je ne vois pas ça va être quoi. Et là, on a vu que ce ne sera pas les tribunaux. Hein, okay? Ce ne sera pas les tribunaux, donc peut-être que une augmentation de la moralité et de la conscience au sein de la population sera notre salut. Donc sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention.